Je voulais vous entendre, Nicolas Pouvremonti. Merci beaucoup d'être là, directeur de l'Observatoire et de l'immigration, sur la tribune de Charles Rodwell, donc député Ensemble pour la République des Yvelines, tribune dans le Figaro. Il prône l'immigration choisie. On va y revenir déjà sur le constat et la photographie de la France actuellement. Il commence sa tribune par une phrase de François Bayrou. L'immigration prend aujourd'hui un tour particulièrement inquiétant. Combien de personnes déjà rentrent chaque année en France ? On a une vraie difficulté à estimer précisément ce chiffre. Ce qu'on sait, c'est que l'an dernier, il y a eu 316 000 premiers titres de séjour qui ont été accordés. 336 000, pardon, c'est le nombre le plus haut qui ait jamais été enregistré. 130 000 premières demandes d'asile. Quels que soient les indicateurs qu'on prend, on pourrait aussi parler de l'immigration clandestine. Les niveaux d'immigration reçus aujourd'hui en France sont inédits. Et je pense que c'est notamment ce qu'a voulu dire le Premier ministre dans la phrase citée par Charles Rodwell. Ouais. Il y a combien de personnes de nationalité étrangère en France ? Alors, selon l'INSEE, il y a un peu plus de 8%, 8,3% d'étrangers en France, ce qui fait quelque chose comme 5,6 millions de personnes. Mais quand on dit ça, il faut bien garder en tête que depuis l'an 2000, 3 millions de personnes ont acquis la nationalité française, ce qui évidemment fait fondre mécaniquement à la fois la part et le nombre des étrangers dans la population. D'accord, oui, vous ne comptez pas bien sûr tous les Français d'origine étrangère, de père ou de mère étrangers, ou de grands-parents également étrangers. Dans sa tribune, Charles Rodwell plaide pour l'immigration choisie. Alors déjà, ça représente quoi aujourd'hui l'immigration choisie ? Il n'y a pas grand-chose à vrai dire. Ouais. C'est-à-dire que j'évoquais à l'instant les 336 000 premiers titres de séjour accordés l'an dernier. Sur ces titres-là, il y en a à peine une moitié qui relève vraiment de ce qu'on peut appeler l'immigration choisie. C'est l'immigration étudiante, dans laquelle il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a des types d'immigration étudiante très différentes. Ouais. En tout cas, le politique a encore une marge de manœuvre là-dessus. L'immigration professionnelle, c'est un premier titre de séjour sur 6, c'est un titre sur 10 dans l'ensemble des titres de séjour en cours de validité, donc c'est très minoritaire aujourd'hui. Mais tout le reste, c'est-à-dire les grandes masses de l'immigration familiale qu'évoque Charles Rodwell, les grandes masses de l'immigration humanitaire, avec notamment le droit d'asile, ce sont des champs sur lesquels il n'y a pas de choix politique aujourd'hui, parce que ce sont des types d'immigration protégés en haut par des grands traités surplombants, et en aval, comme on pourrait le dire, par des juges qui interprètent ces traités de façon toujours plus restrictive pour le politique. Alors Charles Rodwell est pour la fin du regroupement familial. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le regroupement familial ? C'est né dans les années Giscard et ça a perduré et le droit s'est élargi. Le droit s'est élargi et surtout le droit a été consolidé dans son caractère presque sacralisé. Le droit à faire venir sa famille en France. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est le regroupement familial ? C'est le droit pour un étranger qui réside en situation régulière en France de faire venir sa famille proche, c'est-à-dire son conjoint ou sa conjointe et ses enfants mineurs, sous réserve d'un certain nombre de critères. Il faut résider en France depuis au moins 18 mois de façon régulière. Il faut avoir un logement qui remplit certains critères, notamment de surface. Il faut avoir touché au moins... De surface de logement ? De surface de logement, de salubrité également. Oui. Il faut toucher au moins un SMIC, avoir perçu au moins un SMIC sur les 12 derniers mois en moyenne. Et il faut se conformer à ce que le droit appelle les conditions essentielles de la vie familiale en France. C'est-à-dire, par exemple, ne pas être polygame et respecter certains principes élémentaires de l'égalité homme-femme. C'est respecté ? Alors, il y a des questions importantes sur le contrôle, notamment, du respect de ces valeurs essentielles de la vie familiale en France. En fait, c'est difficile, mais si on prend même les critères formels, au-delà de leur vérification effective, on se rend compte que la France est aujourd'hui moins exigeante qu'un certain nombre de ses voisins. Pour ne prendre qu'un exemple, on n'a aujourd'hui dans notre droit aucun critère de langue pour le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas la maîtrise du français ni par l'étranger qui fait venir sa famille, ni par la famille qui le rejoint. Alors que par exemple, en Allemagne ou en Autriche, il y a des critères de langue qui sont vérifiés. J'évoquais à l'instant le fait qu'on exige au minimum un SMIC de la part de la personne qui fait venir sa famille. Au Danemark, par exemple, il faut que l'étranger n'ait perçu aucune aide de l'État dans les 3 ans précédents. Il faut qu'il ait une caution d'au moins 15 000 €. Donc on se rend compte que c'est beaucoup plus exigeant sur le plan financier. Et donc c'est notamment sur ces critères-là que Charles Rodwell dit vouloir jouer. Une action en 2 temps qu'il propose. D'une part, un moratoire temporaire. C'est notamment ce que l'Autriche travaille à mettre en place sur le regroupement familial des réfugiés. Il s'agit de voir ce que diront les juges européens. Et plus structurellement, Charles Rodwell propose un durcissement des critères d'éligibilité au regroupement familial. Ouais. Il parle également de la fin de l'immigration pour soins donc en France. Et il a pris l'exemple d'Américains, donc des personnes des États-Unis, qui ont la citoyenneté des États-Unis américaines, et qui viennent se faire soigner en France et qui passent devant des Français pour des greffes de soins et ils ne payent rien.
En fait, le dispositif de... ça, j'avoue qu'on a été assez étonnés, pour ne pas dire choqués. Mais je le conçois, et on a d'autant plus raison d'être étonné que ce dispositif de séjour pour soins, c'est vraiment une exception française. C'est un dispositif unique au monde. On donne des titres de séjour à des étrangers malades parce qu'ils sont malades et parce qu'ils n'ont pas un accès effectif aux soins dans leur pays d'origine. Or, il se trouve qu'aux États-Unis, dans un certain nombre de cas, même si tous les traitements du monde existent aux États-Unis, on n'a pas un accès effectif aux soins parce que le système de sécurité sociale américaine n'est pas le même qu'en France. Donc il y a des demandes effectivement de ressortissants de pays développés, dont les États-Unis, dont le Canada. Et plus largement, ce dispositif de titre de séjour pour soins, il a deux grands types de conséquences. Des conséquences financières. Les traitements pris en charge, ils vont jusqu'à un coût de 2 millions d'euros par an et par patient étranger, donc c'est vraiment gigantesque. Payé par la France. Payé par la France, pris en charge par l'assurance maladie, y compris si les étrangers n'y ont jamais cotisé, ce qui est le cas bien souvent de ces titres de séjour pour soins. Et il y a un enjeu d'effet d'éviction. Vous évoquiez les greffes. Aujourd'hui, on a une liste nationale d'attente pour les greffes qui est quand même très longue. Il y a 500 à 600 personnes qui meurent chaque année en France faute de greffe. Et effectivement, quand par exemple un étranger a un problème rénal et qu'il obtient un titre de séjour pour soins et qu'il est éligible à la greffe, bien souvent, il est plus jeune, il a moins de risques de rejet et il peut arriver qu'il passe devant dans la priorisation des demandeurs de greffe. Quels sont les pays qui en profitent le plus ? Alors, bénéficient le plus ? Alors, dans les principales nationalités des demandeurs sur ces dernières années, il y a eu les Algériens en tête, très nettement, notamment pour un motif de soins qui est parmi les plus présents, qui est la question des troubles mentaux. On a beaucoup de demandes de titres de séjour pour soins pour troubles mentaux. Donc là, les Algériens sont très représentés. Des ressortissants d'Afrique subsaharienne qu'on retrouve dans une autre catégorie très fréquente de ces titres, qui sont les maladies infectieuses, notamment le VIH. Et on voit une poussée ces dernières années de demandeurs géorgiens qui sont encadrés par des filières mafieuses venues du pays d'origine pour bénéficier de ces dispositifs spécifiques. Je voulais qu'on parle également d'un texte qui va passer à partir d'aujourd'hui au Sénat, porté par une sénatrice, la sénatrice Siintu, Marie-Caroline Siintu, qui vise à retirer aux associations pro-migrants la gestion, on va dire, de fait des CRA, que sont les centres de rétention administrative. Ils veulent que ce soit l'État, enfin elle veut que ce soit l'État, c'est ce qui est contenu dans cette proposition de loi, que ce soit l'État qui reprenne la main, en clair, parce que les associations sont pro-migrants et du coup, en réalité, ne défendent pas l'État français, la France, mais défendent leur point de vue qui est politique. Bon. Quel est le rôle aujourd'hui des associations dans les CRA ? Alors les associations remplissent un rôle dit d'assistance juridique, c'est-à-dire un rôle de conseil auprès des étrangers qui sont retenus dans ces CRA pour faire valoir leurs droits, c'est-à-dire essentiellement pour empêcher qu'ils soient éloignés. Et ce que propose la sénatrice Siintu avec cette proposition de loi, c'est que l'État mette un terme à cette démarche schizophrénique qui consiste à ce qu'il finance une activité visant à empêcher l'application de ces lois en matière d'immigration. Parce que les associations en question ont une démarche qui n'est pas seulement une démarche juridique, qui est une démarche politique. Si on prend l'exemple de la CIMAD, qui est la principale association bénéficiaire de ces lots de délégation d'assistance juridique, la CIMAD proclame dans sa communication que les frontières tuent. Aujourd'hui, parmi les étrangers retenus en CRA, on en a moins de 40% l'an dernier qui ont finalement été éloignés du territoire. Et c'est d'abord et avant tout en raison des libérations ordonnées par les juges. Et la stratégie de massification des recours auprès des juges qui est portée par ces associations joue évidemment un rôle majeur là-dedans, en sachant que 90% des profils retenus en CRA représentent une menace pour l'ordre public ou ont fait l'objet d'une condamnation pénale récente. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty. Voilà, par petites touches, alors c'est pas une révolution dans la gestion de l'immigration, mais par petites touches, il y a des propositions à droite, à gauche, voilà. C'est pas encore le référendum dont certains parlent, qu'on nous dit impossible à organiser, mais enfin bon, on n'en est pas là. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. On va partir